Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com, le journal des Français à l'étranger, votre journal, votre quotidien en ligne, que vous pouvez retrouver évidemment tous les jours. Je suis Hervé Hérault, le président et le fondateur du Petit Journal. Certains me connaissent, ravi. Merci à tous de vous être inscrits. Vous êtes très nombreux à vous être inscrits pour ce webinaire sur la thématique comment obtenir un financement immobilier en France en tant qu'expatrié avec notre partenaire Société de Courtage. C'est un plaisir de vous compter tous parmi nous. On va passer à peu près 1 heure ensemble. On a la chance d'avoir aujourd'hui avec nous Givantine Niver, qui est directrice de Société de Courtage, qui est un courtier spécialisé en crédit immobilier pour les expatriés et les non-résidents souhaitant acheter un bien en France. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va pouvoir vous renseigner très directement autour de vos projets aujourd'hui. Donc, voilà, on a 1 heure ensemble. Je lui passerai la parole dans quelques instants, mais surtout, le plus important, c'est que vous puissiez poser vos questions durant cette heure ensemble. Alors, déjà, une première chose, le webinaire sera disponible en replay. Donc, quelques instants après la fin du webinaire, pas de souci, vous allez recevoir sur l'adresse mail à laquelle vous êtes inscrit le lien vers le replay. Donc, si vous avez raté quelque chose, si vous voulez le revoir, si vous avez raté la fin, ou si vous voulez évidemment le partager avec des connaissances et des amis qui sont intéressés par ce sujet et qui ne s'étaient pas inscrits, tant pis pour eux, mais c'est pas trop tard. Du coup, ils pourront voir le replay grâce à vous. Donc, évidemment, n'hésitez pas. Et puis, bien entendu, il y aura également un article dans lepetitjournal.com dans les prochains jours avec la vidéo YouTube qui sera dans l'article. Donc, encore plus facile, évidemment, à partager. Donc, surtout, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. C'est une vraie thématique, une vraie difficulté. Givanti va nous parler de ça dans quelques instants. Alors, les internautes, on va utiliser le petit onglet questions qui est en bas à droite. Alors, il y a aussi un petit onglet chat. Bon, vous pouvez utiliser les deux, mais on va essayer de se concentrer. On va utiliser comme fil de chat le petit onglet « Poser une nouvelle question ». Voilà, je vous mets un petit bonjour. Hop, voilà. Eh ben, moi, je vais vous demander, les internautes, faites-nous savoir. Dites-nous un petit peu où vous êtes. Florian, Marie-Lise, Isabelle, Jean-Luc, Anne, Mehdi. Dites-nous un petit peu, voilà, où est-ce que vous êtes. Faites-nous un petit coucou. Est-ce que c'est le matin sur le continent américain? Est-ce que vous êtes en Afrique, en Europe? Est-ce que c'est le soir ou la fin de journée en Asie, voire même le soir, effectivement, en Océanie, par exemple? Voilà, faites-nous un petit coucou, comme ça on voit déjà si ça marche. Voilà, Marie-Lise, elle est à Milan, Anne, elle est à Varsovie. Bonjour Marie-Lise, bonjour Anne, bienvenue. Et surtout, posez bien, Isabelle, ils sont en Espagne, Florian au Vietnam. Voilà, ça fait plaisir. On voyage un peu, Givanti, c'est sympa de voyager avec nos internautes. Jean-Luc, c'est Amsterdam. Et surtout, évidemment, retenez bien de poser toutes vos questions. Vous avez la chance d'avoir Givanti Niver avec nous pendant une petite heure pour vraiment répondre à toute cette question du financement de vos projets qui est une vraie question extrêmement compliquée et difficile. Donc, profitez de son expertise pendant ce webinaire. Alors, Givanti, je vais te laisser la parole pour… je te tutoie, pardon. Je vais vous laisser la parole pendant ce webinaire pour vous présenter, nous présenter Société de Courtage. Puis après, il y aura une petite présentation, mais qui sera assez rapide. Mais voilà, je vous laisse vous présenter. Ok, merci Hervé, merci pour cette introduction. Je ne sais pas si les slides vont venir un peu plus tard ou… Ouais, on peut les lancer. On peut lancer peut-être le premier slide. Hop, je l'ouvre tout de suite. C'est gentil. Alors, voilà. Moi, je suis Givantine Niver. Je suis courtière en prêt immobilier spécialisée pour les non-résidents, les étrangers et les acheteurs étrangers qui achètent en France. Donc, à partir du moment où vous habitez à l'étranger et vous souhaitez investir en France, on peut vous trouver la bonne banque. On travaille avec on va dire une vingtaine de banques françaises, européennes, ça dépend de la taille du projet et du profil de nos clients. Donc, en fonction de nos clients, on est capable de scanner un petit peu l'ensemble l'ensemble des banques disponibles en France et vous trouvez au moins 1 ou 2, 3 banques, ça dépend des profils. Donc, on va identifier la meilleure banque. Donc, ça, c'est vraiment notre rôle. On va vous trouver la banque. Est-ce qu'on va trouver également, ce sont
les banques qui répondent aux conditions d'emprunt que vous voulez. Effectivement, vous allez avoir un cahier des charges assez précis quand vous allez nous contacter. Et notre rôle en tant que courtier, c'est de vous dire qu'est-ce qui est réalisable et qu'est-ce qui n'est pas réalisable. Donc, si vous avez des questions, effectivement, en fonction de votre pays de résidence, si vous avez des difficultés aujourd'hui à obtenir une réponse de la part d'une banque, vous pouvez déjà nous laisser vos questions là. Donc, j'essaierai de répondre peut-être pendant le webinaire ou à la fin du webinaire. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous indiquer que en tant qu'expatrié ou non-résident, sachez qu'aujourd'hui, en France, vous pouvez trouver le financement. Donc, je ne sais pas quelles sont les difficultés que vous avez aujourd'hui, ou est-ce que vous avez une difficulté, ou vous êtes dans une démarche de savoir est-ce que je peux comparer l'offre que j'ai reçue de ma banque, est-ce qu'elle est intéressante ou est-ce qu'elle n'est pas intéressante. Ce sont des choses que nous, on fait régulièrement. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour vous. Donc ça, c'est notre équipe. Notre équipe, elle est basée à Saint-Germain-en-Laye. C'est dans les Yvelines, près de Versailles. On est une équipe de 6 personnes. On est là du lundi au vendredi. On commence à 8h, on finit à 19h30. On répond à toutes les questions, à toutes les sollicitations de gens qui viennent de l'Asie le matin, ensuite des autres pays, et on finit par l'Amérique en fin de journée. Donc, on a quand même des horaires assez larges. L'objectif, c'est de répondre soit par email, par WhatsApp, par téléphone, par portable, par Skype. Ça dépend de la façon comment le client nous contacte. On va essayer de répondre au mieux, rapidement. C'est un peu l'objectif de la société, c'est d'être réactive pour que vous puissiez obtenir une réponse, à savoir est-ce que je suis finançable, est-ce que je peux obtenir un prêt, est-ce que je peux obtenir un prêt dans les délais qui sont indiqués dans le compromis, ou est-ce que ce que je demande c'est irréaliste, à quoi je dois m'attendre lorsque je vais déposer le dossier. Donc tout ça, ce sont des questions que vous allez poser plutôt à un banquier. Vous avez des banquiers qui vont vous répondre parce qu'ils ont les réponses à vos questions, et vous avez des banquiers qui n'ont pas la capacité à vous répondre parce que tout simplement la banque que vous avez consultée ne finance pas les non-résidents. Donc c'est à ce moment-là qu'il est intéressant de voir quelles sont les autres banques qui financent et à quelles conditions. Donc ça, c'est notre rôle de vous répondre. Ensuite, on va faire une petite présentation des actualités. La bonne nouvelle depuis début septembre, tous les dossiers qui avaient été un petit peu mis en pause cet été, on a de la chance, ils repartent. On a des taux qui sont inférieurs à 4%. Certains me diront, Givenchy 4%, c'est trop élevé. Tout dépend où vous êtes, dans quel pays vous habitez, quelle est votre situation professionnelle, bancaire. Est-ce que vous avez un compte en France ou vous n'avez pas de compte? Est-ce que vous avez une relation bancaire ou pas? Donc tout ça, il faut le prendre en compte. Un taux est également donné par une banque par rapport à une situation d'un client. Donc, on ne peut pas comparer le taux d'un client qui habite, on va dire, en Allemagne, qui travaille en Allemagne, avec un client qui habite en Australie, qui est sur un contrat local avec on va dire, des caractéristiques très différentes. Donc, le taux, il est vraiment applicable à un dossier. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas le transmettre d'un dossier à un autre. Ensuite, tout dépend également de votre taux d'endettement. Ce sont des choses que je pense que vous l'entendez énormément lorsque vous appelez les banques. Donc effectivement, là-dessus aussi, on pourra revenir un peu plus tard. Comment calculons le taux d'endettement? Pourquoi le taux d'endettement est si important pour les banques? Parce qu'elles ont des contraintes réglementaires et doivent les appliquer. Donc tout ça, on le verra un peu plus tard. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dès maintenant. Donc l'environnement, on va dire, bancaire est très bon aujourd'hui. On dit que les taux vont petit à petit baisser pour se stabiliser. Les banques répondent à nos sollicitations. On reçoit les accords de financement. Donc, les nouvelles sont bonnes. Toutes les banques, de manière générale, accompagnent les non-résidents. Donc, c'est également une bonne nouvelle. Que vous fassiez de l'investissement locatif, que vous fassiez de la résidence principale, c'est votre future résidence principale, ou résidence secondaire, ou vous voulez faire de la location saisonnière. Attention, ça, ce sont des choses qui sont assez spécifiques. Donc, lorsque vous allez faire le projet, à vous d'obtenir les informations. Quelles sont les contraintes liées au Airbnb dans la ville où je vais investir? Quelles sont les contraintes liées au LMNP? Est-ce qu'il va y avoir un changement sur le statut? Donc, ce sont des choses qu'il faut effectivement prendre un appel avec soit un fiscaliste, un avocat ou un banquier privé, par exemple. Ils ont cette capacité. C'est on va dire, l'avantage de travailler avec des banquiers, on va dire, professionnels et confirmés. Ils ont cette capacité, vous accompagner en disant, écoutez, par rapport à votre profil et par rapport au projet que vous allez faire, nous pensons que ce régime fiscal n'est pas adapté, mais il y a d'autres régimes fiscaux. On va regarder. Donc, il est important d'établir une bonne relation avec une banque, mais
quand vous n'avez pas de relation bancaire avec une banque, des courtiers deviennent intéressants parce qu'ils ont cette capacité à vous répondre et également vous donner les réponses rapidement. Ensuite, je vais passer au slide sur conditions générales pour les expatriés. Je vais regarder s'il y a des questions, Hervé. Non, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Non, donc, pas pour l'instant, mais ça va venir. Sont très concentrés sur la présentation. Exactement. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc si vous avez un projet, donc je ne sais pas, aujourd'hui, c'est les personnes qui sont connectées, est-ce qu'ils cherchent plutôt à savoir, est-ce que je suis finançable? Si oui, à quelles conditions? Est-ce que je peux obtenir un prêt en France? Oui, de manière générale, tous les expatriés, les non-résidents, ils peuvent obtenir un prêt, quel que soit le projet. Le projet, pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, il y a une notion de rentabilité. Donc, si vous achetez une résidence secondaire, il n'y a pas de loyer. Si vous achetez votre future résidence principale, il n'y a pas de loyer. Si vous achetez un investissement locatif, il y a des loyers qu'on va pouvoir prendre en compte. Comment les banques, elles prennent en compte les loyers? C'est également une autre histoire. Est-ce qu'elles le prennent à 100%? Elles le prennent à 70%, à 80%? Ça dépend également du type de loyer que vous allez présenter à la banque. Est-ce que c'est un loyer, on va dire, en location saisonnière? Est-ce que c'est un loyer en LMNP? Est-ce que c'est un loyer en colocation? Est-ce que c'est un loyer qui est très cher ou est-ce qu'il est dans le marché? Donc, ce sont des informations que nous, en tant que courtier, quand vous allez nous soumettre le dossier, on va regarder parce qu'on va également le soumettre à la banque. Donc, un prêt pour un projet à 150 000 euros, si vous présentez un loyer à 1 500 euros, pourquoi pas? C'est des choses qu'on peut trouver, mais on va quand même vous demander comment ça se fait que le loyer il est à 1 500. Vous pouvez l'expliquer. Donc, le projet doit être cohérent. Donc, la cohérence d'un projet est importante. Donc, lorsque vous êtes dans une démarche de présentation d'un projet immobilier avec votre banquier, il est important de démontrer que vous faites un projet locatif, si c'est le cas, avec la rentabilité qui va avec. Et il est important également de fournir tous les documents qu'il vous demandera. Je sais que nous, les banques françaises, on aime les documents, on aime tout ce qui est conformité, on aime que voilà la paperasse. Malheureusement, il faut répondre. On n'est pas habitué à l'étranger parce qu'on a très peu de documents à l'étranger. On ne conserve jamais les relevés de compte à l'étranger. Moi, j'ai des clients aux États-Unis qui me disent le contrat de travail, je le conserve 5 ans. Au bout de 5 ans, il peut être à la poubelle. Alors que nous, en France, le contrat de travail, on va le garder toute notre vie. Les bulletins, on va le garder toute notre vie. C'est une culture qui est différente. Donc, c'est sûr que quand vous dites à un Américain, il faut me sortir vos 3 derniers bulletins de paye ou les 3 dernières années, les décembre, les bulletins de paye, il est un peu, il est pas agacé, mais il dit, mais je comprends pas pourquoi. Parce que moi, mes avis d'imposition le montrent. Oui, je sais, mais on va croiser les informations. Donc, j'ai besoin de ces documents-là. Donc, s'il vous plaît, essayez de les obtenir. Donc, c'est sûr, il faut montrer une transparence 100% envers votre banquier parce que votre banquier, il va vous défendre. Il va défendre vos intérêts avant tout auprès de sa direction. C'est pas lui qui prend la décision. Donc, avant quand il va collecter toutes vos informations, il va avoir des questions et ensuite, il va défendre votre dossier. Pour défendre un dossier, comme nous, pour le défendre auprès d'un directeur d'agence, par exemple, on a besoin d'avoir un dossier complet. Plus le dossier est complet, plus on a de chances d'aboutir à une réponse rapide. Moins un dossier est complet, ce qui me paraît logique. Donc, il peut y avoir cette incompréhension vis-à-vis de la documentation que je vois régulièrement. Régulièrement, on me dit, non, le justificatif de domicile, Givenchy, mon adresse est indiquée sur le relevé de compte. Je vais le dire, oui, c'est juste. Par contre, sachez que pour une banque française, européenne, le justificatif, c'est une facture d'électricité, à gaz, téléphone, qui est acceptée. Donc, c'est plein de petites choses qui vous paraissent un peu exagérées en disant, il se casse les pieds parce que pour la même information, il faudra confirmer par 3 documents différents. C'est vrai, mais il y a une raison derrière tout ça. Sachez que tout le dossier se fait à distance. Donc, pour pouvoir apprécier un dossier, il est important d'avoir des documents et surtout donner les documents que le banquier donne. Donc, si vous avez une frustration avec votre banquier parce que il vous demande des choses que vous n'avez pas, c'est pas la faute du banquier et c'est pas votre faute non plus parce que vous n'avez peut-être pas ces documents, mais il faut trouver un moyen de lui expliquer comment je peux l'obtenir. Est-ce qu'il peut m'aider à comprendre qu'est-ce qu'il veut par ce document-là? Par exemple, un avis d'imposition n'est pas très courant aux États-Unis. Un avis d'imposition en Chine n'est pas très courant. Donc, il ne faut pas lui lancer la demande, tiens, tu m'envoies l'avis d'imposition pour les 3 dernières années. Le client ne peut ne pas comprendre. Donc, nous, en tant que courtier, notre rôle, c'est de vous donner toutes les informations pour vous dire, voilà la liste des documents. Effectivement, ça fait peur, ça fait tourner la tête, mais sachez qu'on va vous aider.
On va vous aider, on va vous dire pour tel document c'est ça, donc on va prendre le temps de vous donner l'information pour que vous puissiez aller les chercher. Donc ça, c'est notre rôle. Après, si vous avez effectivement des travaux de rénovation en France, notamment avec le projet que vous allez réaliser, sachez que certaines banques, on a de la chance, certaines banques peuvent le financer. Encore une fois, les travaux, c'est important de savoir quel type de travaux vous allez réaliser. Qu'est-ce que ça va apporter comme on va dire, plus-value à l'appartement? Est-ce que ça va augmenter le loyer? Est-ce que ça va améliorer le DPE? Tout ça sont des informations. Nous, on va le mettre dans le dossier. Que pour un bien de 200 000, il y a 50 000 € de travaux. Le DPE est de D et on va l'améliorer. On sait, il y aura les fenêtres qui vont être changées. Il y a ça, ça, ça. On fait une note. Nous, quand on présente le dossier à une banque, on présente le produit, donc le projet, on présente tout ce qui va autour, donc les travaux si on a, pour quelles raisons ils font des travaux. Donc c'est important. Donc la même chose se fait avec côté banque. Lorsqu'il va recevoir votre dossier, il va apprendre que vous allez faire des travaux, quel type de travaux, pour quelles raisons vous allez faire des travaux. Tout ça doit être notifié. Donc je sais que c'est long. Nous, en tant que courtier, on le fait, on doit le faire. On fait des notes on va dire la plus complète possible pour nos banquiers, pour qu'on ait un accord rapidement. Ensuite, effectivement, peut-être ici, vous avez des gens qui se posent des questions. Hervé, je ne sais pas si ça vous parle. Voilà, vous avez la location meublée que vous devez entendre beaucoup. Bien sûr. On entend également. Est-ce que c'est le moment d'acheter en SCI? Donc, moi, en tant que courtier, c'est pas mon rôle de vous dire oui, il faut acheter en SCI. Non, il faut pas acheter en LMNP. Moi, mon rôle, c'est de vous dire quelles sont les banques qui financent en SCI, quelles sont les banques qui financent en LMNP, qu'est-ce qu'il faut faire attention dans cette proposition commerciale d'une banque parce que vous le faites en SCI, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Quand vous avez toutes ces informations-là, vous pouvez vous décider. Moi, je recommande toujours de passer par un notaire. Les notaires, ils sont très bien formés, c'est leur rôle, ou des experts, des fiscalistes, ce sont vraiment leur rôle. Ils sont capables, en fonction de votre famille, votre objectif, on va dire, de transmission de patrimoine, par exemple, de vous dire quel est le régime fiscal à choisir et quelle est la forme juridique à mettre en place. Donc, que vous achetez un studio de 20 mètres carrés à Paris, que vous achetez une résidence secondaire dans le sud avec piscine pour la famille, est-ce que le régime fiscal est le même? Donc ça, ce sont des informations qui sont importantes. Moi, je recommande également à tous mes clients de prendre rendez-vous en amont du projet avec leur notaire. De manière générale, on a tous un notaire. Lorsqu'on va faire un projet, on arrive à être avec un notaire. Lui demander, écoutez, voilà le projet que j'ai. Est-ce que vous pensez que je devrais faire en SCI? Il va pas vous dire oui ou non, parce qu'il n'y a pas une réponse oui ou non pour le projet en SCI. Il y a plutôt oui pour telle situation, non si vous voulez faire ça, ça, ça. Par exemple, une location meublée ne va pas avec une SCI de manière générale. À vous de voir qu'est-ce qui est important pour vous, est-ce que c'est la transmission, etc. Donc c'est le notaire. C'est à vous de voir avec le notaire. Et nous, vous allez nous donner l'instruction en disant Givenchy, nous, le notaire nous a fortement conseillé et nous allons suivre les recommandations de notre notaire et nous allons faire le financement via une SCI. Merci de déposer le dossier dans les banques. Ah, je crois qu'il y a un petit... la caméra de Givenchy s'est frisée, à moins que ce soit que chez moi. Alors, Givenchy, si tu m'entends, peut-être tu peux essayer de te reconnecter. J'espère que ça va revenir. Je ne suis pas, moi, l'expert pour vous répondre à toutes vos questions. En tous les cas, les internautes... on va reprendre évidemment le cours de ce webinaire et on a déjà une question de Florian, d'Isabelle et écoutez, on va répondre à tout le monde. J'espère que Givenchy va revenir. Hop, je vais essayer de là. Hervé, vous n'allez pas me croire. Ça a coupé. Oui, il y a une coupure d'internet dans notre immeuble, donc je me suis remis sur mon téléphone pour avoir le réseau. Alors, mais voilà, bon, j'ai meublé la petite minute, mais gentil, non, mais surtout merci pour votre réactivité. Et je vous laisse reprendre. D'accord, très bien. Alors, si jamais j'ai un problème de réseau, parce que je pense qu'ils font des travaux à l'étage, je changerai de réseau, donc ça peut avoir une coupure rapide. Donc, ce que je disais, en fonction de votre projet, le courtier, c'est le rôle, c'est d'aller voir la meilleure banque qui vous répond, surtout à votre cahier des charges. Alors, nous allons voir également votre cahier des charges. Donc, si vous me dites des choses qui sont impossibles à réaliser, je vous dirais, écoutez, vous me demandez un taux à 20% sur 25 ans, à 100% sans collatéral, j'aimerais le faire, mais je ne le peux pas. Aujourd'hui, les banques, par rapport à votre pays de résidence, par rapport à votre situation bancaire, les deux offres que j'ai, c'est celle-ci. On peut déposer
dans ces deux banques avec ces deux options-là. Si les options vous conviennent, de toute façon, on a déposé, on verra celle qui nous répond au plus vite. Et si on va jusqu'au comité de crédit, si on a un accord de principe, on choisira la meilleure option bancaire. Donc ça, c'est en fonction de votre situation, dans combien de banques je vais déposer. Ensuite, les conditions de prêt. Il faut savoir que les conditions de prêt, elles vont dépendre énormément de votre pays de résidence, de vos revenus, de vos charges, donc de votre taux d'endettement, de votre épargne après projet, la typologie du projet que vous allez faire, un immeuble de rapport, une maison éloignée d'une grande ville, donc la banque principale va dire non, c'est une maison trop loin, je ne peux pas pour des raisons d'hypothèque, je ne peux pas prendre en hypothèque, une maison avec beaucoup de travaux. Donc en fonction de la typologie du projet et le profil de nos clients, on scanne toutes les banques et on va identifier celles qui vont pouvoir financer. Donc vous, pareil, il faut que vous sachiez, tout le monde n'est pas finançable aux mêmes conditions. Et les conditions peuvent être différentes d'un client à un autre. Est-ce que Hervé, j'en profite pour lire les questions pour répondre, ou est-ce qu'on répond C'est comme vous voulez, Givenchy. On peut peut-être terminer la présentation et après on passera sur les questions-réponses. D'accord, on est super. Presque au bout. D'accord. Ensuite, sur l'autre slide, ce que je voulais mettre en avant ici, sachez que c'est comme en France, hein, quand vous allez voir une banque, on va vous dire qu'est-ce que vous faites, monsieur? Je travaille en CDI dans telle entreprise. Non, je suis chef d'entreprise, j'ai une société plus de 3 ans. Ok, très bien. Donc selon la catégorie de réponse, selon la catégorie de profil, donc selon la réponse que vous allez apporter, la réponse de la banque va être différente. Il faut le comprendre. Ce matin, j'ai eu un appel avec un client qui est chef d'entreprise suisse, qui habite en France depuis 1 mois. Il me dit, Givenchy, je voudrais être considéré comme un résident fiscal français. Moi, j'aimerais bien, mais le souci, c'est qu'il vient juste d'arriver en France, il vient juste de s'installer. Ok, entre la Suisse et la France, il n'y a pas de difficulté, il peut changer de pays, il peut s'installer où il veut. Pour la résidence fiscale, il me faut quand même 1 an un avis d'imposition. Donc, pour identifier votre résidence fiscale, on va se baser sur des justificatifs, type contrat de travail, un avis d'imposition, la situation du foyer, où est-ce que les enfants sont scolarisés, où est-ce que vous êtes installé de manière régulière. Donc, tout ça, on va regarder. Donc, selon expatrié ou non-résident, vous êtes salarié d'une société ou vous êtes chef d'entreprise. Donc, en fonction de votre profil, on va identifier, scanner les différentes banques disponibles. Donc, certaines banques vont pouvoir financer l'un et l'autre. D'autres, ils vont nous dire, nous, les chefs d'entreprise, on n'en veut pas. Pourquoi ils n'en veulent pas? Tout simplement, ils ne savent pas lire des documents comptables étrangers, apprécier la solidité financière d'une entreprise qui est basée, je ne sais pas, en Chine, à Hong Kong, aux États-Unis, parce qu'ils n'ont pas les moyens techniques d'aller vérifier les informations comptables que vous fournissez sont exactes. Ce qui me paraît logique. On n'a pas tous les outils comme on pourrait avoir en France. On tape le nom de la société sur Papers ou société.com. On retrouve qui est le gestionnaire, quelles sont les informations principales. On n'a pas ces informations-là sur les sociétés étrangères. Donc, pour ces raisons-là, certaines banques ne vont pas financer les chefs d'entreprise. Donc, nous, en tant que courtier, on va identifier, parce que ça évolue. Cette liste de banques, elle évolue régulièrement aussi. Parfois, elles vont nous dire oui au début, après elles vont nous dire non pour telle raison. Notre rôle, c'est d'identifier quelles sont les banques qui nous répondent oui ou non, à quel moment et à quelles conditions. Donc, nous, on tient à jour, on va dire, un tableau qui nous permet, qu'on met à jour régulièrement pour y dire, voilà, telle banque je peux le faire, telle banque je peux pas le faire. Donc, en fonction de votre profil, on va identifier, le rôle d'un courtier, c'est d'identifier votre taux d'endettement. Comme je vous disais tout à l'heure, en France, on doit respecter le taux d'endettement. Peut-être que certains ne savent pas comment calculer le taux d'endettement. Ils ont peut-être déjà eu un refus à cause du taux d'endettement. Sachez que c'est l'ensemble des charges sur l'ensemble des revenus. Dans l'ensemble des charges, vous avez les crédits que vous avez en cours en France et à l'étranger. Il faut une transparence 100% avec le banquier. Ensuite, le loyer que vous payez à l'étranger. Donc ça, c'est 100% pris en charge. Et ensuite, une pension alimentaire, si vous payez une pension alimentaire, un crédit travaux, un crédit voiture, si vous avez ça ou crédit personnel, c'est également une charge qui est comptabilisée dans le calcul du taux d'endettement. Donc nous, on va calculer vos taux d'endettement avant projet, après projet, et on va vous indiquer, c'est ce qu'on fait aujourd'hui régulièrement, votre budget. C'est-à-dire, monsieur, par rapport à votre situation, j'ai calculé un taux d'endettement de 20%, il me reste ça en marge, je pense que vous allez pouvoir faire un projet pour 200 000 €. Et je pense que par rapport à votre pays de résidence qui est la Chine, je pense que je peux faire un financement à 90% de la valeur du bien. Donc voilà, la LTV, c'est-à-dire Loan to Value, sera également calculée en fonction de votre situation fiscale.
Donc ça, c'est ce qu'on va vous dire lorsque vous allez faire les premiers appels avec nous, avec une banque, avec un autre courtier. Il va vous dire combien vous allez pouvoir emprunter et sur quelle durée et combien ça va vous coûter. Après, il faut savoir que le courtier, c'est un intermédiaire. Donc, il a l'information à un moment donné par rapport à d'autres dossiers. Il fait une moyenne. Ensuite, il va présenter votre dossier en banque. Et à quel moment il présente le dossier? C'est lorsque vous avez signé le compromis. Donc là, il va présenter le dossier. C'est à ce moment-là qu'il y aura plusieurs étapes. On aura l'accord de financement définitif avec les conditions d'emprunt liées à ce prêt-là. Donc, nous, on travaille sur une base au début. Ensuite, on présente le dossier en banque. Ensuite, on revient sur cette base en disant est-ce que ça vous va pas. Ensuite, on a l'accord de principe et c'est à ce moment-là qu'on se met d'accord sur les conditions du prêt et on va vers l'ouverture de compte. Donc, tout ça, ce sont des process qui sont assez longs. Donc, il faut savoir que c'est un process qui peut durer 2 mois, 2 mois et demi, 1 mois et demi selon les banques, selon la taille du projet, selon le profil de nos clients. Est-ce que c'est une SCI avec monsieur, madame et les papas, avec les parents qui sont en France? Donc ça devient un peu plus complexe. Il y a 4 emprunteurs, parfois il y a 6 emprunteurs. Il faut analyser la situation de tout le monde. Donc ce sont des dossiers qui peuvent paraître un peu complexes au vu d'un banquier. Donc, tout dépend de votre projet. Donc, il n'y a pas de projet type, il n'y a pas de profil type. Tout le monde est finançable, ça c'est important. Toutes les banques financent, elles sont prêtes. En tout cas, c'est ce qu'on voit. Elles seront ravies de prendre vos dossiers. Après, il y a des banques qui financent les résidents, les non-résidents. Il y a des banques qui ne financent pas. C'est à vous d'identifier celles qui vous financent, celles qui sont responsables, celles qui sont réactives. Ensuite, de poser les bonnes questions. Après, je vais faire une présentation sur les chefs d'entreprise. Il faut savoir que les chefs d'entreprise, on peut également les financer. Nous, en amont, on va regarder le secteur d'activité. Depuis quand vous avez fondé cette entreprise? Quel est le chiffre d'affaires de l'entreprise? Quelle est la rentabilité de l'entreprise? Y a-t-il des salariés? Comment vous vous payez de cette société? Est-ce que vous avez des salaires? Est-ce que vous êtes salarié de la même entreprise? Est-ce que vous avez, comment on appelle ça, vous avez des bonus? Est-ce que vous avez des dividendes? Est-ce qu'on voit un versement de dividendes régulier sur les 3 dernières années? Donc, toutes ces questions-là, nous, on va se poser et on va regarder dans vos documents. Si ça répond, on vous dira, nous, on donne de manière générale un accord de principe. Sur la base des informations que vous nous donnez, nous pensons que vous êtes finançable à telle hauteur. Ça, c'est notre rôle. Ici, rapidement, sachez qu'en tant qu'expatrié non résident, vous avez aujourd'hui la possibilité de faire tout ce parcours emprunteur 100% digital. Donc ça, je pense que beaucoup de gens le savent. Ils l'ont déjà expérimenté auprès de leur banque. Parfois, c'est un peu chaotique parce qu'avec le décalage horaire, le banquier est très occupé. Il faut savoir qu'un banquier, il commence à 9 h, parfois il peut finir à 19 h 30. Il fait aussi bien les ouvertures de compte qu'il fait les crédits, et il fait les appels téléphoniques pour la carte bleue qui est perdue, pour l'assurance qui ne se met pas en place. Il répond aussi à l'appel téléphonique, il est à l'accueil. Donc, parfois, le banquier est très, très overbooké. Il a un calendrier à tenir. Et donc, le parcours digital peut paraître, dans certaines banques, je ne dis pas pour toutes, ça peut paraître un peu complexe. Vous n'avez pas la réponse à vos questions. Donc, c'est la raison pour laquelle les courtiers sont nés. On est là pour répondre à ces demandes-là. Nous, on a essayé de faire en mieux dans notre entreprise, de fluidifier ce process pour que vous soyez le plus rassurés, même si derrière, on est tributaire d'une réponse d'une banque, qu'on ne peut pas vous faire un tableau Excel en disant telle banque fait ça, telle banque fait ça, telle banque fait ça. Sinon, ça serait trop beau. Malheureusement, on ne peut pas faire de tableau Excel avec les conditions du prêt. Par contre, on peut vous donner une idée. Voilà, aujourd'hui, par rapport à votre dossier, telle banque pourrait faire cette telle condition. Donc, je pense avoir identifié 3 banques. Donc, si vous me permettez, je vais déposer votre dossier dans 3 banques et après, on va comparer les offres, quand on peut comparer les offres. Donc, ça, c'est le rôle d'un courtier. Et c'est ce que tous les courtiers font, c'est de comparer, de déposer le dossier dans plusieurs banques et ensuite de comparer les offres et identifier la meilleure qui convient à notre client. Donc, le parcours 100% digital chez nous, comme dans d'autres courtiers, c'est-à-dire vous nous appelez pour connaître votre situation. Nous, on vous dit combien vous pouvez emprunter, sur quelles conditions. Est-ce qu'il faut 50% de collatéral? Est-ce qu'il faut 10% de collatéral? Est-ce qu'il faut emprunter sur 20 ans, 25 ans? Est-ce qu'il y a un différé pour les travaux? Est-ce qu'on fait les travaux 100% ou on fait 50% des travaux? Toutes ces questions sont importantes. Donc, nous, on va identifier toutes ces questions au départ et on va essayer de vous répondre un maximum. Parfois, on n'a pas la réponse à toutes ces questions. On va les avoir au fur et à mesure parce que puisque la réponse, elle dépend également d'un comité de crédit. Donc, on ne peut pas vous donner de faux espoirs en disant, tiens, je vais financer 110% sans problème et je mets ma main à couper. Non, je mets plus ma main à couper aujourd'hui parce que les conditions d'emprunt peuvent évoluer d'un moment à un autre. Notre rôle, c'est d'identifier celles qui vous paraissent les meilleures et ensuite d'aller vers ces banques-là.
Ensuite, vous devez connaître, une fois que voilà toute cette partie elle est terminée, vous identifiez un projet, vous nous l'envoyez le projet, on vous fait une lettre de confort, une attestation de financement sur la base des documents que vous nous avez donnés. Donc, on va informer le notaire et les vendeurs que vous êtes finançable. Ça, c'est une information importante parce que nous, on va vous aider à rédiger le compromis pour mettre les conditions suspensives, le montant du prêt, le taux, la durée, l'apport, tout ça, on va venir. À quel moment vous pouvez obtenir un prêt? Est-ce que on a des vendeurs qui disent, nous, on veut obtenir un accord de principe sous 25 jours. Nous, on va lui dire, ah non, non, surtout pas, n'acceptez pas ça. Sous 25 jours, j'aurai pas l'accord de principe, j'aurai peut-être un préaccord, mais l'accord définitif sera dans 1 mois et demi. Vous voyez, donc on va vous accompagner à ce moment-là pour rédiger le compromis pour qu'il soit en votre faveur. Parce que les vendeurs ne savent pas à quelle sauce vous allez être mangé parce que vous êtes non résident. Donc c'est notre rôle de vous avertir chaque fois qu'on peut. Ensuite, le process est simple, il y a l'ouverture de compte, il y a un appel téléphonique avec le banquier, il y a la mise en place des assurances emprunteurs, la mise en place des contreparties lorsque la banque a exigé des contreparties, placement, nantissement. Donc sachez qu'il y a des banques, elles vous proposent du nantissement parce que vous avez un profil assez atypique. Alors il ne faut pas avoir peur du nantissement. Tout le monde, parfois on dit le nantissement, j'ai horreur de ça. Il faut comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a derrière le nantissement? Qu'est-ce qui bloque? Pour quelles raisons on vous propose du nantissement? Pourquoi la banque vous propose du nantissement? Comment vous pouvez sortir du nantissement? Qu'est-ce que ça a un impact sur votre situation patrimoniale et bancaire et financière? Donc toutes ces questions-là, il faut les poser. Et je pense que la réponse, elle est là et on peut avoir un discours assez transparent avec le banquier. Et lorsqu'on a un discours transparent, ça se passe bien. Le banquier, il a envie de vous aider, il a envie de défendre votre dossier auprès de la banque, auprès du comité, comme nous, on a envie de défendre votre dossier. Mais avec vous, voilà. Quand on a des clients qui sont réticents et en fait ils ont peur d'avancer, etc., c'est difficile d'avancer à plusieurs. Donc nous, on essaie de comprendre vraiment ce qui est important pour le client, ce qui n'est pas du tout envisageable. Dans ce cas-là, on met de côté ce qui n'est pas envisageable pour travailler uniquement sur ce qui est acceptable. Et ça, c'est pareil avec votre banquier. Il faudra être très transparent parce que ça va l'aider à préparer votre dossier de prêt. Bon, après, c'est on va dire la suite logique, c'est-à-dire vous allez signer chez le notaire, on va vous accompagner sur l'édition des offres, ensuite on va envoyer une copie au notaire, on va indiquer au notaire à quel moment vous allez pouvoir signer chez le notaire. Les offres de prêt, on va vous aider à signer les offres de prêt parce que parfois il y a des contre-indications, donc il faut bien les respecter les 10 jours, envoyer par la voie postale, ne pas faire de rature, tout ça c'est notre rôle, on va vous aider. L'objectif d'un courtier, c'est de prendre en main vos dossiers dès le début, que vous en avez un dossier ou pas, ensuite d'identifier les différentes banques et de voir quelles sont les conditions d'emprunt que vous allez pouvoir obtenir et surtout sur quel point il faut faire attention pour que vos dossiers y passent. Tous les jours, on a des dossiers qui nous paraissent simples au début parce que le client nous envoie un certain nombre de documents. Et à un moment donné, on découvre un petit caillou. Et le caillou, c'est ce qui va faire que son taux d'endettement va passer de 32% à 40%. Voilà, tout est là. Comment va-t-on faire pour améliorer son taux d'endettement? Parfois, on va donner des préconisations. On va dire, voilà, on va attendre un petit peu ou on va aménager. Vous allez nous envoyer des documents qui vont nous expliquer faire mieux. Donc, c'est très, très important de bien comprendre votre profil dès le début. Alors, je vais terminer rapidement sur le slide avec une belle carte du monde qui dit vert et bleu. De manière générale, on finance tous les pays. Sachez que toutes les banques financent tous les pays, sauf les pays où il y a des conflits. Il y aura une instabilité économique, politique en cours. Donc, pour les pays qui sont dans cette situation-là, il est important de ne poser la question en amont, de poser la question à votre banquier. Parfois, il a la réponse, parfois, il l'a pas, parce que ça évolue. La liste, elle évolue régulièrement. On peut également trouver la liste des pays où il y a des sanctions internationales. Je crois que c'est sur impôts.gouv ou sur un autre site du gouvernement français. Vous avez la liste des pays où il y a des sanctions internationales avec l'Europe et qu'il faut faire attention. Donc, certains pays, effectivement, y sont, d'autres, ils sont pas et ça évolue. Cette liste, elle peut évoluer et les banques, elles vont également mettre à jour chez elles régulièrement cette liste-là. Donc, c'est pas quelque chose qui est figé. Donc, ne pensez pas que parce que vous êtes, je sais pas, en Argentine aujourd'hui, vous pouvez pas financer. Être financé. Si, vous pouvez être financé. Tout dépend de votre situation. Tout dépend de la banque. Donc, j'aurais peut-être pas 5 banques. J'aurais peut-être une banque à vous proposer. Et c'est déjà ça. Et je vous donnerai les conditions de cette banque-là. Donc, l'objectif, pour finir ma présentation, c'est de dire que vous pouvez être financé aujourd'hui en 2020
2024, que les taux sont bons, les banques sont prêtes, elles veulent bien vous financer. À vous de vous préparer votre dossier votre dossier de projet immobilier. Merci beaucoup. Merci Givanti Niver, directrice de la société de courtage, pour cette super présentation. On va maintenant passer aux questions des internautes si vous voulez bien. N'hésitez pas les internautes, posez bien vos questions avec le petit onglet questions ou l'onglet chat en bas à droite. Le mieux c'est le petit onglet questions, posez une nouvelle question. Moi j'ai une question d'Isabelle et Céline a quasiment la même. Alors, est-ce que les retraités peuvent emprunter et jusqu'à quel âge? Et Céline demande, pareil, y a-t-il une limite d'âge pour un prêt bancaire? La personne intéressée a une cinquantaine d'années et un contrat de travail en CDI. Alors, par rapport à la question de l'âge, j'ai 50 ans, j'ai 65 ans, comment ça se passe? Alors, vous êtes retraité aujourd'hui. Alors, vous n'êtes pas encore retraité, vous êtes en CDI, mais vous allez être en retraité dans 5 ans ou 10 ans. Selon la banque, aujourd'hui, vous pouvez être financé jusqu'à 64 ans. Si vous avez 50 ans, donc on peut aller sur 14 ans. Donc, on peut financer sur 14 ans. Quelqu'un qui est proche de la retraite, on va dire, qui a 60 ans, qui sera à la retraite dans 4 ans. Dans ce cas-là, certaines banques vont nous dire, moi, je voudrais connaître quel est le montant de la retraite qu'il va percevoir, ce qui est logique. Donc, les clients savent à 60 ans combien ils vont toucher dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Dans ce cas-là, on va se baser sur la retraite, le futur retraite que vous allez toucher, s'il s'agit d'un achat d'une résidence secondaire, d'un investissement locatif pour calculer votre taux d'endettement. L'objectif derrière ce calcul, c'est de savoir quel est votre taux d'endettement. Est-ce qu'il est acceptable? Est-ce qu'il est inférieur à 35%? S'il est inférieur à 35% après ce projet, c'est possible. On a des banques qui vont jusque, par exemple, là en ce moment, je suis en train de monter un dossier pour quelqu'un qui est déjà à la retraite. Il a une belle retraite, il a plus de 60 ans et on va aller sur du 10 ans. Donc, on peut aller jusqu'à 70 ans, 71 ans, 72 ans, selon la banque, parce j'ai la possibilité de montrer quelle est sa retraite aujourd'hui. Donc, on va travailler sur ces salaires-là, sur ces montants-là. Et est-ce que l'apport peut aussi, l'apport ou des garanties, ça peut aussi faciliter l'obtention de prêts quand on est, voilà, Oui. On a 60 ans, 65 ans, mais en revanche, on a déjà des biens, on a déjà des placements, où on peut amener une partie de cash non négligeable. Oui. Est-ce que ça fait des éléments à prendre en compte? Oui. Donc, selon votre situation, imaginons que vous avez un peu d'apport et que vous pouvez la transmettre ou le transférer dans une nouvelle banque. Effectivement, ce sont des poids qui sont importants pour nous et même pour vous quand vous êtes en négociation avec une banque en disant, écoutez, vous m'avez fait un premier refus en disant parce que j'ai 65 ans et que je peux pas emprunter. Sachez que je vais pouvoir déplacer mes comptes personnels principaux chez vous. Est-ce que vous m'autorisez un crédit? Ce sont des effets de levier. En fait, ce sont des choses sur lesquelles nous, on va travailler pour obtenir l'accord de principe. Tout à fait. Bien entendu. Allez, une question de Florian qui demande: est-il possible pour un expatrié d'obtenir un prêt pour un investissement en pierre papier, donc en SCPI, et ainsi bénéficier d'un effet de levier sur son investissement? Est-ce que vous travaillez sur ce genre de choses, Givanti? Alors, les SCPI, on n'en fait pas énormément. Alors, moi, je peux faire des SCPI pour des clients qui habitent en Europe. Donc, oui. Si Florian, vous habitez en Europe et que vous souhaitez acheter des SCPI, oui, je peux vous aider à financer les SCPI à 100% sur 20 ans. Aujourd'hui, les SCPI se financent à 3,45, 3,50 sur 20 ans et on vous donnera la liste des SCPI. Donc, je vous invite à m'envoyer un email et je vous enverrai la liste des SCPI. Et c'est quelque chose que vous recommandez en termes de placement ou... C'est différent. Oui. Et c'est en fait, Hervé, c'est les SCPI ou acheter vraiment la pierre dure que vous pouvez. Bah, c'est en fait, c'est une notion de stratégie qui est différente. Donc je vais avoir des clients qui sont plutôt très SCPI parce qu'ils disent j'ai aucune gestion locative, je n'ai pas besoin de me prendre la tête avec un locataire, je ne sais pas quand il part, etc. J'ai un rendement, j'ai un loyer, j'ai un crédit. Voilà, les loyers arrivent, j'ai rien à gérer, donc ça me convient. Je vais acheter pour 1 million. Moi, j'ai déjà vu des clients pour 1 million d'euros de SCPI, ça m'est déjà vu. La raison, c'est qu'ils veulent pas avoir de la gestion locative. Oui. À côté, je vais avoir des personnes qui vont dire moi, je veux constituer un patrimoine immobilier parce que je suis expatrié. Sachez que j'ai des revenus qui sont plus importants, que les banques prennent en considération ces revenus. Dans ce cas-là, j'ai une capacité d'emprunt qui est plus importante que si j'avais été en France. Donc, comme je sais que je vais vivre à l'étranger 10 ans, 15 ans, 20 ans ou toute ma vie, eh ben, je vais réaliser des investissements locatifs dès que je peux afin de constituer un parc immobilier conséquent qui va être sur des crédits et en face, il va avoir des loyers. De manière générale, les locataires en France, ils payent.
Il faut pas toujours regarder les mauvaises vidéos qui disent que les locataires ne payent pas. De manière générale, les locataires payent, ils sont de bonne foi. Vous avez les agences immobilières qui vous aident à trouver les locataires. Vous avez les assurances qui aident à couvrir en cas d'impayé. Donc, ça dépend de la stratégie. Donc, moi, je peux pas dire est-ce que je suis pour ou contre. On peut avoir un mix. C'est une façon de voir les choses. Parfait, merci Givenchy. Allez, on continue avec les questions des internautes. Posez bien vos questions, les internautes. On a le petit onglet questions en bas à droite, le petit onglet de chat aussi. J'ai une autre question. Oui, Hervé, bien sûr. C'est Jean-Luc qui parle de la double nationalité américaine. C'est la question que j'allais poser. Allez, vas-y. Et ben en fait, oui, j'ai aucun souci. Aujourd'hui, 30% de notre clientèle, ce sont des US personnes qui habitent soit aux États-Unis, qui ont un lien avec les États-Unis, qui ont le passeport américain. Donc oui, la réponse est 100% oui. Je peux vous financer. Voilà. Jean-Luc a sa réponse et c'est une bonne réponse. Super, merci beaucoup. Arnaud demande, peut-on faire un prêt immobilier in fine uniquement pour réduire la valeur de son patrimoine immobilier, pour réduire l'IFI, donc l'impôt sur la fortune immobilière, en fournissant 100% de garantie à la banque? Alors, c'est une question assez technique. Alors, je vais répondre différemment. Alors, voilà. Si vous achetez un appartement, une maison, là, vous l'achetez et vous faites un prêt in fine, effectivement, la valeur nette comptable, comme il y a un crédit dessus, vous n'êtes pas, on va dire entre guillemets, imposé. Donc, elle n'est pas assujettie au calcul de l'IFI. Donc, effectivement, vous sortez de ce calcul-là. Donc, oui, c'est possible. Donc, si vous avez un projet immobilier et que vous voulez faire un prêt in fine, mais sachez que les banques ne font pas de prêt in fine sur un bien à 100 000 €. Ils vont aller sur des produits, on va dire, un peu haut de gamme. Donc, à partir de 500, 600 000 €, on peut aller voir une banque en disant, écoutez, je veux faire un prêt immobilier, je voudrais faire un prêt in fine sur 10 ans. Voilà, je voudrais un prêt de 400 000 €, 500 000 €. Je vous donne en contrepartie, vous n'êtes pas obligé d'aller, parce que la garantie, ça sera déjà le bien. Donc, qui sera pris en hypothèque. Plus, en prêt in fine, certaines banques peuvent demander jusqu'à 50% du montant du prêt en collatéral. D'où la notion de nantissement que je disais tout à l'heure. Donc là, ici, le nantissement devient intéressant parce que vous avez double effet. Vous ne payez pas de IFI et en même temps, votre argent va travailler pour vous. Et l'objectif, c'est de gagner des intérêts sur l'argent que vous faites travailler. Donc, c'est intéressant de répondre à cette option bancaire. D'accord. Ben voilà, une réponse très claire. Merci, Givenchy. Allez, les internautes, continuez à poser vos questions. On a une question de David dans le chat. Alors, David, il est congolais, résident de enfin, il n'est pas résident, il est de nationalité congolaise, RDC Kinshasa, et il souhaite acquérir un pied-à-terre à Paris. Est-ce que vous pouvez l'aider pour son financement? Congo, oui, il n'y a aucun souci. David, nous, ce qu'on va regarder, c'est votre situation professionnelle, personnelle, bancaire et comment vous gérez tout ça. Et donc, si votre taux d'endettement il est bon et que vous êtes en CDI avec une entreprise et que vous êtes capable de justifier du paiement des impôts et que vous êtes capable de justifier d'un contrat de travail, des bulletins de paye et des relevés de compte sur lesquels on voit cet argent, votre salaire arriver, et que vous pouvez transférer votre épargne que vous avez au Congo, que vous pouvez transférer en France parce qu'il y aura de l'apport, si tout ça est possible, bien sûr, vous êtes éligible pour un prêt à 90% de la valeur du bien. Très bien. Ben voilà, c'est une réponse très précise. Allez, il nous reste une grosse vingtaine de minutes. Les internautes, surtout profitez de notre intervenante Givenchy Niver, directrice de société de courtage, pour poser toutes vos questions autour du financement immobilier en France et de vos différents projets selon où vous êtes et selon qui vous êtes, avec le petit onglet questions qui est en bas à droite. Moi, j'ai une question, Givenchy, par rapport au marché, puisque on a beaucoup vu que sur les 2-3 dernières années, les 2 dernières années particulièrement, le marché immobilier a été quand même pas mal secoué. Du coup, est-ce que c'est le moment d'investir? Est-ce que, parce qu'on voit que les taux repartent plutôt à la baisse, les prix se sont peut-être un peu tassés, s'il y a des biens, quelle est votre analyse par rapport à la situation du marché? En fait, déjà, je vois toutes les personnes qui avaient mis en pause les projets pour des raisons on va dire, la valorisation de biens, qu'ils ont estimé les biens trop chers, ou ils n'ont pas réussi à négocier avec les vendeurs, ou les taux leur paraissaient trop élevés par rapport à la valeur locative. C'est pas parce que vous achetez un bien de 100 000 et que les loyers, que vous allez pouvoir augmenter le loyer. Il y a un loyer, on va dire, un barème, il y a un loyer, on va dire, plancher, vous pouvez pas augmenter. Donc, toutes ces personnes-là, aujourd'hui, ils sont sur le marché. Parce qu'ils arrivent à négocier
ces biens-là avec les vendeurs, ils arrivent à obtenir on va dire des taux d'emprunt inférieurs à 4% selon le pays de résidence. Donc là, on arrive à équilibrer avec un peu d'apport. On peut faire loyer, crédit. Donc ça devient intéressant d'acheter en France. Nous, en tout cas, depuis septembre, notre agenda se remplit tous les jours. On a énormément d'appels. On a énormément d'appels de gens qui nous disent, voilà, j'avais mis de côté le projet. Je pense que c'est le bon moment. Je vais me lancer. Donc effectivement, lancez-vous. Sachez que le taux d'intérêt n'est jamais un problème. Pourquoi? Si dans 1 an et demi, le taux venait à baisser, on va dire aujourd'hui il est à 3,80 et que l'année prochaine il est à 3 ou à 2,50, j'espère qu'il sera à 2,50 ou 2 l'année prochaine, en fin de l'année prochaine, je ne sais pas, c'est des suppositions. Imaginons, sachez que les banques vous proposent, ça c'est la beauté aussi en France, on a des taux fixes qui vous garantit le taux et ensuite vous avez la possibilité de renégocier le taux au sein de la même banque ou se faire racheter le taux, le prêt par une banque concurrente en fonction de votre situation. C'est important de savoir quelle est votre situation professionnelle parce que chaque fois que vous allez faire une démarche bancaire de changement de contrat de prêt, la banque, elle a l'obligation d'analyser votre situation. Donc chaque fois que vous pouvez, faites-le parce que ça va vous faire réduire votre coût total du prêt. Et ça, c'est une des grosses particularités, un des gros avantages de l'investissement en France, en fait, cette politique de taux, parce que c'est assez rare, si j'ai bien compris. Hein, je crois que dans la plupart des pays, les taux sont variables, et quand les taux montent, bah, votre emprunt, il monte. Vous abusez, hein. Donc, du coup, c'est un des gros avantages d'investir en France. Oui, c'est vrai que le process est complexe en France. Avant de donner un crédit, on va plutôt analyser est-ce que la personne, elle vaut vraiment un crédit? Est-ce qu'elle est capable de payer un crédit? Donc, ça peut paraître compliqué par rapport aux États-Unis. Vous avez un accord de principe en 24 heures. Nous, on n'a pas l'accord de principe en 24 heures parce qu'on veut vraiment être sûr que vous êtes capable de payer et que ça vous met pas dans une situation compliquée. Par exemple, on comprend pas pourquoi un taux d'endettement à 35% est si rigide. Eh ben, il y a toute une politique derrière. On ne veut pas surendetter les gens. On veut pas arriver dans une bulle spéculative. On veut pas arriver à des ventes, on va dire, surenchères de biens. On veut que les personnes puissent payer leurs prêts de manière sereinement. Donc, on est sur un marché où on fait très attention au ratio. Donc, le ratio d'endettement, le ratio, plein de ratios. On va regarder tout ça, c'est important. L'épargne après projet. Donc, on est très ratio en France parce qu'on va être sûr que vous allez pouvoir assumer le prêt entièrement. Donc ça, c'est quelque chose il faut bien le noter. Ensuite, selon votre pays de résidence, là, je voyais qu'une personne répond que je suis en Espagne, Vietnam. Sachez que la LTV, le loan to value, donc le montant du prêt que vous allez pouvoir obtenir ou à Amsterdam, va dépendre de votre pays de résidence. Donc, de manière générale, quelqu'un qui habite en Europe, qui est payé en euros, il va pouvoir emprunter, s'il est en CDI, avec un taux d'endettement inférieur à 35%, vous pouvez emprunter à 100% la valeur du bien avec l'assurance emprunteur, l'assurance habitation, quelques contreparties, on va dire, classiques. Quelqu'un qui habite en dehors de l'Europe, s'il habite aux États-Unis, il va pouvoir emprunter entre 75 et 100% selon la situation qu'il a, avec ou sans nantissement ou sans collatéral. Et ça, c'est notre rôle d'identifier dans votre profil combien vous allez pouvoir emprunter. D'accord. Ça laisse quand même de très belles marges de manœuvre. Allez, on continue avec les questions des internautes. Alors, Jean-Luc dit, il a loupé le début. Vous n'avez rien loupé, Jean-Luc, parce que vous allez recevoir le lien avec le replay quelques instants après la fin du webinaire. Mais Givanti va déjà répondre à votre question. Il demande, si on est en contrat local et résident fiscal local, est-ce qu'on peut emprunter en France pour acheter un bien en France? Oui, c'est ce que je disais, parce que je fais pas. En fait, c'est pour ça que je disais, on finance aussi bien les expatriés, les non-résidents et les acheteurs étrangers. Quelqu'un qui est sur un contrat français, qui est envoyé en Chine, va pouvoir emprunter que c'est lui qui a trouvé son travail en Chine et qui a la nationalité, je sais pas moi, canadienne. Il habite en Chine, il va acheter en France. On va essayer de comprendre pour quelles raisons il va acheter en France, quel lien y a-t-il avec la France, comment il va gérer son compte. Ça, c'est important pour un banquier qui vous connaît pas. Vous lui dites, tiens, je vais acheter un appartement pour 500 000 à Paris, mais j'ai aucun lien avec la France, mais sachez que tous les mois, je vais faire un transfert. Ça peut faire peur. Parce que le banquier va vous financer jusqu'à 90%. Ça peut lui faire peur, donc il va vous demander des garanties. Donc notre rôle, c'est d'identifier chez vous quelles sont les garanties que vous allez pouvoir lui donner et voir aussi sur votre contrat de travail, est-ce qu'il y a des exclusions. En Chine, c'est assez courant de voir un contrat de travail qui se renouvelle tous les 3 ans. Donc ça peut être perçu comme un caillou dans le dossier qui va dire « Ah, ça c'est un problème. » Et ben comment on va répondre à ce problème-là? Ben nous on va voir avec le banquier quels sont les éléments supplémentaires qu'il faut donner pour que ce dossier soit accepté. Ça c'est notre rôle, d'identifier les points noirs sur un dossier et comment les améliorer pour que le banquier soit satisfait.
Bien sûr. Allez, Givanti, on a une question de Bunchun. J'espère que je prononce bien. Je ne sais pas ce qui est le prénom, mais bon, en tous les cas, merci pour votre question, Bunchun, qui demande quelles sont les aides de l'État pour lesquelles nous pourrions être éligibles en tant qu'expatriés, notamment le prêt à taux zéro. Il y a des fiscalisations. De manière générale, les expats font pas trop de prêts défiscalisés, tout ça. Oui. Tout simplement, Pinel, par exemple, n'est pas éligible. Les expatriés ne sont pas éligibles. Il faut payer des impôts en France. Quand on dit pas payer des impôts, on parle des impôts sur les salaires. Donc, à partir du moment où vous êtes résident fiscal français, vous payez des impôts en France, vous allez pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'avantages fiscaux qui ont été mis en place, ce qui me paraît logique. On ne pourrait pas bénéficier parce qu'on est à l'autre bout du monde. Donc, je pense que les grandes aides, vous n'aurez pas droit. Par contre, un prêt classique, vous avez le droit. Très bien. Elle a une question de Marie-Lise. Marie-Lise, elle n'a pas de CDI, mais elle a un apport à 80%. J'imagine par rapport donc, du coup, elle voudra emprunter 20% probablement, et elle veut investir en location meublée en France. Et elle se demande, est-ce que je peux financer avec les loyers en mettant en hypothèque un autre bien français? Oui, alors donc c'est ce qu'on va faire, un prêt hypothécaire, c'est-à-dire on va regarder, ça dépend où vous habitez, Marie-Lise. Si vous habitez en Europe, vous habitez, et ça dépend aussi de la composition du foyer. Quels sont vos revenus aujourd'hui? Vous pouvez pas dire j'ai 1 000 € de loyer, par contre j'ai 300 000 sur le compte, je vais emprunter de l'argent. Là, la banque, elle va dire, même si vous avez 1 000 € de loyer et que vous avez de 300 000 € d'épargne, tous les mois, vous allez avoir des charges liées au nouvel investissement. Donc, imaginons que le nouvel investissement, vous n'avez pas les loyers attendus parce que le locataire ne paye pas et que vous avez une vacance locative entre deux locations. Comment vous allez faire? Parce que je dois calculer le taux d'endettement. Donc, ça peut être problématique. Donc là, on va peut-être aller chercher, selon la taille du projet, bien sûr, un petit projet à 100 000, ça va être compliqué, mais si vous êtes sur un gros projet et que vous avez de l'épargne et que vous êtes capable de démontrer que vous avez des revenus récurrents, on peut peut-être aller chercher une solution dans une banque privée. Très bien. Allez, il nous reste une petite dizaine de minutes, un petit peu plus éventuellement. Posez bien votre toute dernière question. On a la chance d'avoir Givanti Niver avec nous de la société de courtage pour répondre à toutes vos questions. Moi, Givanti, j'ai une question. C'est finalement quelles sont les erreurs courantes et les problématiques que vraiment peuvent rencontrer les expatriés. Je pense notamment à la distance. Est-ce qu'on peut obtenir un financement sans se déplacer grâce à votre aide, par exemple? Et puis, j'aimerais que vous me parliez aussi en un mot, même si vous intervenez sur la partie courtier en financement, mais sur la partie DPE, parce que c'est quelque chose, je vous ai entendu utiliser cet acronyme, donc c'est le diagnostic de performance énergétique, mais ça ne parle pas forcément à nos internautes qui sont partout dans le monde. Donc, si vous pouvez peut-être aborder ces deux points. Alors, la première chose sur les DPE, pendant que j'y pense, le DPE aujourd'hui est obligatoire. Donc, lorsque vous achetez un bien, le vendeur, il a l'obligation de vous donner un rapport énergétique qui va vous donner la code couleur. Est-ce que c'est A, B, C comme pour les frigos? On va regarder à quelle lettre vous êtes et ça va donner la performance de votre logement. Donc, ça, c'est une indication. Selon le DPE, donc la note qu'on vous a donnée, que c'est un F, E ou G, parce qu'il est très mal isolé, certaines banques vont refuser le financement. Donc, il faut savoir, la banque, elle va dire, moi, un projet, un appartement, une maison en F, je ne le finance pas parce que tout simplement, il veut faire du locatif dans cette maison. Un jour, il pourra pas le louer parce que la loi va l'interdire de louer, que ce soit aujourd'hui ou plus tard, selon la région où il va investir. Donc, moi, je vais lui imposer des travaux. Je vais lui imposer des travaux d'amélioration de son DPE. Sachez que si vous lisez bien le dossier DPE que le vendeur vous donne, vous allez avoir le DPE actuel. Et si vous allez un peu plus loin, vous allez avoir les recommandations du diagnostiqueur. Le diagnostiqueur vous dit qu'est-ce que je dois faire comme travaux d'amélioration pour améliorer mon DPE. Et donc, vous pouvez demander à votre diagnostiqueur, écoutez, est-ce que vous pouvez mettre en contact avec un artisan qui va pouvoir m'établir un devis de travaux sur la base des recommandations que vous avez données dans le dossier. Donc, ça donne une base. Et cette base-là, moi, je vais pouvoir présenter à la banque. On dit, écoutez, regardez, le DPE, c'est F. Effectivement, il peut pas le louer. Regardez les recommandations du diagnostiqueur. Il dit faire ça, ça, ça comme travaux. Il a fait un devis pour tel montant. Il vous demande de financer ce devis travaux. Est-ce que vous pouvez le faire? Donc voilà un dossier bien monté. Le banquier, je vois pas pourquoi il dirait non, parce que ça va améliorer le logement. Vous allez avoir la possibilité de louer, et ensuite c'est un confort pour le locataire, pour vous. De toute façon, les banques, elles ont été aussi encouragées à financer
les travaux d'amélioration. Alors, il y a une astuce à faire attention. Vous pouvez trouver des informations sur Internet, je crois que c'est sur impôts.gouv. Les gens qui font de l'amélioration du logement dans le cadre de l'amélioration du DPE, vous bénéficiez de la TVA, je sais plus, c'est 5% au lieu de 10 ou 20 selon les catégories. Donc, quand vous êtes avec un artisan, s'il ne met pas la bonne TVA, il faut savoir que l'artisan se trompe. À vous de lui poser la bonne question, lui disant, écoutez, moi, c'est des travaux d'amélioration, donc je devrais bénéficier de la TVA réduite. Donc, ce sont des questions que vous pouvez poser pour peut-être gagner un petit peu sur le devis travaux, mais il est important d'être en cohérence avec son projet. Ça, c'est une première chose. La première question. La deuxième question, Hervé, je me rappelle plus. C'était quoi? Non, c'est juste par rapport au fait de pouvoir faire à distance, parce qu'on a, oui. On a des internautes là qui sont au Vietnam, qui sont à Dubaï, qui sont aux États-Unis, donc c'est pas toujours évident de se déplacer. Et j'imagine que ça fait partie de votre service. Oui. Alors nous, on a créé une société pour bien vous sachiez. Moi, j'ai été expatriée une quinzaine d'années. Donc j'ai vu toutes les difficultés qu'on a quand on appelle une banque, et parce que c'est la distance. Hein. Vous appelez le banquier à 8 heures en lui disant oui, j'ai appelé, il faut qu'il me rappelle. Le banquier, il aimerait vous appeler un peu plus tard, mais il est déjà 22 heures chez vous. Donc c'est certain, c'est un humain derrière, donc il peut pas se rappeler tout ce qu'il doit faire. Donc nous, on a essayé de fluidifier tout ça. L'objectif, c'est que voilà, le client nous appelle, nous laisse un message, on va l'appeler, soit par Google Meet, soit par Teams, soit par WhatsApp. L'objectif, c'est d'entrer en relation avec lui rapidement et de comprendre son projet. Et si son projet il est viable, on lui montre les différentes étapes. Tout doit se faire à distance. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer, tout se fait à distance. Parfois, il y a besoin de se déplacer pour des raisons de conformité, mais ça, on vous l'indique, ça dépend des profils. Donc, de manière générale, à 99% des cas, tout se fait à distance. Et chez nous, tout a été planifié, on va dire, mis en place pour que vous puissiez nous envoyer tout par email. D'accord. Allez, on a une question de Julie qui demande quels sont les diagnostics sans contrainte compte tenu des lois en cours. Il faut avoir une certaine catégorie de lettres, c'est ça? Ah oui, alors si les diagnostics, je pense que A, B, C, aujourd'hui, c'est difficile d'avoir, hein, c'est pour les produits neufs. Hein. Après, si vous êtes sur D, F, effectivement, D, ça passe. Si vous êtes F, E, effectivement, il faut faire des travaux selon la ville où vous allez mettre en location. Parce qu'aujourd'hui, sur Internet, vous voyez, je sais plus, en 2026, certaines villes passent en D, d'autres en 2036. Donc, il y a tout un programme qui a déjà été voté. À vous de voir, est-ce que vous êtes obligé de faire les travaux dans les médias ou est-ce que vous pouvez reporter? Attention, si vous achetez un appartement qui est déjà loué, est-ce que vous allez pouvoir changer des fenêtres? Je pense qu'un locataire va dire oui. Par contre, faire de l'isolation de l'intérieur, il va vous dire non. Ou faire de l'extérieur, mais quand c'est possible. Donc, ça dépend du projet. Attention, votre agent immobilier, ou si vous passez par un agent immobilier, il est là pour vous recommander sur la typologie des travaux à faire. Il ne faut pas hésiter à poser des questions. Est-ce que vous, Givenchy, vous travaillez sur tout type finalement de financement? C'est-à-dire, je pense par exemple à de l'investissement locatif. Je sais pas, je vais acheter un 2 pièces pour ma retraite, pour de la résidence secondaire, pour pourquoi pas de la location temporaire, genre Airbnb, pourquoi pas un vieux truc qu'il faut rénover, faire des travaux. Ça, vous travaillez sur l'ensemble de… Tout est finançable. À partir du moment où c'est cohérent avec le taux d'endettement du client, on peut faire tous les projets. On va prendre le compromis, on va regarder le DPE, on va regarder l'estimation locative. S'il me dit c'est du Airbnb, je vais lui indiquer attention. On a des banques qui vont nous dire que les revenus du Airbnb, ils vont pas le prendre en compte dans le calcul du taux d'endettement. Donc si vous avez un souci de taux d'endettement, je vais plutôt monter le dossier en investissement locatif si ça vous dérange pas. Est-ce que ça vous intéresse de le monter en investissement locatif ou en résidence secondaire? Donc en fonction du projet, le banquier il veut financer tout. Tout ce qui est finançable, il va financer. C'est dans son intérêt de le financer. Ce qu'il veut, c'est financer des projets, on va dire, qui ont du sens. Donc, c'est le sens qu'on va regarder dans les projets que vous allez nous présenter. Ça, c'est important. Super, merci beaucoup. On va arriver au terme de ce webinaire. Je vais peut-être vous laisser la parole, Givenchy, pour un mot de conclusion, puis aussi peut-être nous reparler un petit peu de société de courtage, comment vous avez eu l'idée, comment vous avez créé cette entreprise, et un petit peu comment aussi vous accompagnez, parce que là, on a comment vous accompagnez vos clients, nos expatriés. Il y en a certains qui vont probablement, j'espère, vous contacter. Comment ça se passe un petit peu tout le cheminement? D'accord. Moi, Givenchy Liver, donc j'ai été aussi expatriée comme vous à un moment donné. Et l'idée de créer société de courtage est arrivée il y a plus de 15 ans quand j'étais expatriée à New Delhi. Et j'ai vu les difficultés qu'on avait en tant qu'expatrié pour entrer en relation avec une banque. De toute façon, c'est la distance, le temps ou la communication, ça passe pas. C'est assez difficile. L'idée, elle est née là. Donc aujourd'hui, on a une société 100% digitale. L'objectif, c'est d'accompagner au mieux
On fait au mieux parce qu'on reste quand même un intermédiaire. C'est-à-dire, c'est pas nous qui éditons les offres, c'est pas nous qui donnons les conditions d'emprunt. Nous, on va vous défendre. On défend un dossier auprès d'un comité de crédit et c'est le comité de crédit accorde le prêt, nous on est content. Donc il est important de bien préparer le dossier, de bien comprendre notre client. Et donc c'est un travail assez complexe parce qu'on vous pose énormément de questions personnelles, on va dire sur votre situation bancaire, sur votre parcours. On vous demande même des CV. C'est vrai que c'est un peu pénible de vous demander à 70 ans votre CV. Eh ben si, moi j'ai des banquiers, s'ils veulent faire une note de présentation sur le client qu'ils ne connaissent pas, ils veulent un CV. Donc tout est fait pour qu'on vous défende au mieux auprès d'un comité. Donc notre rôle c'est de vous défendre. Donc, si vous avez besoin d'un interlocuteur qui vous écoute, qui calcule votre capacité d'emprunt et qui vous accompagne sur 3 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an et demi, nous, on est là. Après, si vous avez déjà une relation avec une banque et vous ne savez pas si la relation que vous avez et si la proposition qu'on vous a fait, elle est juste, si elle est au prix du marché, vous pouvez toujours nous consulter. On est là pour vous dire, écoutez, la proposition que vous avez reçue, elle est très juste, elle est très bien. Je vous recommande d'aller avec la banque. Donc ça s'arrête là, notre relation. Ou non, c'est n'importe quoi. Écoutez, je vais essayer de trouver mieux. Et après, si je trouve mieux, on travaille ensemble. Donc nous, on essaie d'être dans la transparence avec nos clients parce qu'il faut savoir que nous sommes des intermédiaires et que à la fin, nous revenons vers vous avec la proposition du client. Donc le process est très simple, c'est de nous envoyer un email ou un WhatsApp en disant Givenchy, nous avons un projet, on veut calculer notre capacité d'emprunt ou on veut faire un bilan patrimonial. Ça, ce sont des choses qu'on fait également pour des clients qui n'ont pas de projet, qui disent voilà, je ne sais pas combien j'ai de capacité d'emprunt. Eh ben, c'est mon rôle. C'est le rôle d'un banquier. Le banquier, pareil, sera content de vous avoir au téléphone. Si vous avez une super banque, appelez-le. Il sera content de vous avoir au téléphone en disant tiens, c'est un tel m'a appelé d'Australie pour me dire qu'il avait un projet et j'ai envie de l'accompagner. Donc, vous avez de la chance peut-être de tomber sur un bon. De manière générale, les banquiers veulent vous accompagner. C'est leur manque de temps et la paperasse qu'ils sont sous l'eau. Et donc, nous, on va venir soulager tout ça. Super, très bien. Merci beaucoup, Givenchy Niver, directrice et fondatrice de Société de Courtage. Merci beaucoup pour toutes vos réponses à nos internautes sur cette thématique, comment obtenir un financement immobilier en France en tant qu'expatrié. C'était passionnant et très clair. Les internautes, sachez que dans quelques instants, vous allez recevoir sur l'email avec lequel vous êtes inscrit le lien du replay, vraiment dans 5-6 minutes. Donc, pas de souci. Vous pourrez, si vous avez raté le début, vous n'avez rien raté. Vous pourrez également le revoir, vous pourrez le partager avec des amis. Il y aura un article dans le Petit Journal dans les prochains jours, donc avec la vidéo. Donc évidemment, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. Et puis, un très grand merci, Givenchy. C'était un plaisir de partager et d'animer ce webinaire avec vous. Et je vous dis à très bientôt. Et puis les internautes, à bientôt sur lepetitjournal.com, votre journal. Et puis à bientôt pour d'autres webinaires. Merci, à bientôt. Au revoir, Hervé. Au revoir.